Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et que vous gardez le moral, malgré cette situation de confinement dans laquelle nous sommes tous désormais retrouvés. Je souhaite de tout mon cœur que nous puissions nous retrouver très rapidement dans l'amphithéâtre et j'espère que ces mesures ne sont vraiment que temporaires et que très rapidement on pourra reprendre notre vie normale. Circonstances exceptionnelles nécessitent du coup un petit peu l'aménagement de notre façon traditionnelle à faire de cours magistraux. Alors, pour moi, c'est également une première. Donc, dans le cadre de la continuité pédagogique, je vais essayer, dans la mesure du possible, de compléter une partie de mes cours par des explications vidéo qui seront nécessairement pas très longues, c'est-à-dire beaucoup moins longues qu'un cours magistral, puisque la capacité de support de la plateforme sur laquelle on peut mettre le lien vidéo n'est pas non plus illimitée. Mais pour certaines parties de cours que, à mon avis, sont plus complexes que d'autres, je vais essayer quand même de compléter ce que je vous mettrai sur la plateforme sous format PDF, sous format PowerPoint ou sous format des des explications écrites. J'essaierai de les compléter par les présentations vidéo. Alors, concernant la fin du chapitre 2 consacré aux infractions relevant du droit international pénal, je ferai cette vidéo, donc celle-ci, concernant les crimes de guerre. En ce qui concerne la section 4 sur les crimes d'agression et enfin la section 5 sur le concours des infractions, elles sont assez brèves et elles ne nécessitent pas véritablement de beaucoup de précision. Donc, vous pourrez, juste avec le support PDF, vous en sortir, je pense. Ces cours que je vous mettrai en ligne et ce que je vous essaierai de vous expliquer dans la vidéo, il conviendra de les compléter par vos lectures par ailleurs. Alors, il y a un certain nombre de documents qui étaient déjà en ligne sur Moodle, comme les statuts de la Cour pénale internationale, les statuts du tribunal pénal international pour le Rwanda ou les statuts du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Donc ça, vous avez déjà les statuts. Lorsqu'on parle de telle ou telle infraction, c'est bien de s'y référer. Et dans les cours sous format écrit, sous format PDF, j'ai inclus des liens vers donc soit les statuts, soit des affaires dont on discute. Ça vous permettra donc du coup d'aller aussi de vous balader du côté des juridictions. Donc si vous n'avez pas compris tel ou tel point, vous pouvez donc utilement le compléter par la lecture en la matière. Alors, concernant donc du coup les crimes de guerre, qui est donc la troisième des infractions prévues, enfin troisième catégorie d'incrimination en infraction prévue par les statuts de la Cour pénale internationale. Alors, avant tout, il faut revenir dans un premier temps sur les origines de cette notion. Dès le Moyen-Âge, les combattants se sont préoccupés, on va dire, de certaines pratiques guerrières et dès le Moyen-Âge, certains auteurs inscrivaient et précisaient quelles étaient éventuellement les limitations qui pouvaient y être apportées. Alors, dans la conception plus moderne, les premiers textes plus de droit positif, même s'il s'agissait encore d'usage, date du 19e siècle et plus précisément des manuels qui ont pu être élaborés. Un des premiers manuels a été élaboré par des Américains, ce qu'on appelle le Code Lieber, du nom du professeur du droit américain, et qui a été assez bien accueilli par le président américain de l'époque, au moment de la guerre civile américaine de 1861-1865, Abraham Lincoln, et qui s'intitulait « Les instructions pour le comportement des armées des États-Unis en campagne ». Vous avez donc le passage de ce code qui est reproduit dans la partie du cours et qui témoigne de la volonté de pénaliser tout ce qui est viol, blessure, mutilation, mise à sec et qui sont désormais interdits aux soldats appartenant à l'armée américaine lorsqu'elle est en campagne. Une seconde initiative, cette fois-ci de la part d'un ensemble de professeurs, va venir de l'Institut du droit international à la fin du 19e siècle, qui va adopter dans le manuel d'Oxford également certaines lois de guerre. Donc il y a une certaine coutume qui s'installe dans la communauté internationale visant à considérer qu'il y a des comportements autorisés et comportements prohibés lorsqu'on est face à un conflit armé et que le dirigeant aussi bien les dirigeants que les soldats doivent aborder un certain nombre de comportements.
Toutefois, il ne s'agissait que d'initiatives doctrinales. Sur le plan conventionnel, c'est-à-dire sur le plan du droit international positif et surtout des cris ayant une valeur de droit positif, on n'était malheureusement pas encore arrivé à ce point. Il y a les premières indications dans les conventions de La Haye de 1899 et de 1907, puisque ces conventions dressent la première liste des infractions et surtout des méthodes et des moyens de guerre. Donc, ils listent ce qui est autorisé et ce qui est prohibé lors d'un conflit armé. Ces deux conventions constituent d'ailleurs le socle de ce qu'on appellera par la suite les droits internationaux humanitaires. Ces conventions sont principalement tournées vers les États, donc vers les méthodes et les pratiques de la guerre, et elles seront révisées et complétées en 1977 par deux protocoles additionnels aux conventions de Genève. J'aurai l'occasion d'y revenir sur les conventions de Genève. Donc, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, il n'existe pas véritablement d'incrimination des crimes de guerre, mais premières pratiques de ce qui est autorisé, ce qui est interdit pendant la campagne, qui est précisée. En parallèle de ces deux conventions de La Haye, une convention de Genève également, de 1864, qui est la première convention internationale relative aux blessés pendant les armées en campagne. C'est la convention qui commence d'ailleurs le fonctionnement du Comité international de la Croix-Rouge. Elle a été élaborée en même temps. Et cette convention organise les secours sanitaires et pour la première fois contient une disposition qui interdit d'incriminer ou de pénalement condamner des personnes civiles qui aideraient les personnes blessées, y compris de l'ennemi. Donc c'est une première convention humanitaire, mais on est loin encore d'une consécration d'un crime de guerre stricto sensu. Donc, pendant longtemps, on n'a que ces conventions de La Haye de 1899 et 1907 qui sont finalement de dispositions sur la pratique autorisée ou prohibée pendant la guerre, et on a cette petite disposition de la convention de 1864, mais on n'a pas de crime de guerre stricto sensu. En fait, les droits internationaux restaient pendant très longtemps dans le sillage du fait qu'un crime d'agression ne pouvait être crime d'un État et que du coup, individuellement, il était très difficile de condamner une personne pour les crimes de guerre. Les choses vont profondément évoluer avec la Seconde Guerre mondiale, et là encore, c'est le tribunal militaire de Nuremberg qui était la juridiction qui va permettre l'évolution des choses, puisque plusieurs des accusés vont être condamnés pour le crime de guerre, mais à titre individuel et pas à titre étatique. C'est également le tribunal de Nuremberg qui va tenter de donner une première définition des crimes de guerre, sans véritablement théoriser les crimes de guerre, mais en donnant une liste non exhaustive des violations de ce que le tribunal de Nuremberg, après les lois et coutumes de la guerre. Et ces lois et coutumes de la guerre s'est fondée en grande partie sur ce qu'avaient inscrit en 1899 et 1907 les deux conventions de La Haye. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les conventions de Genève de 1949 qui vont véritablement inscrire et codifier ce qu'on appelle le droit international humanitaire, c'est-à-dire le droit des conflits armés. Ces 4 conventions ont été adoptées le 12 août 1949. Vous retrouverez dans les documents PDF que je vous ai joints les liens sur les sites du Comité international de la Croix-Rouge, qui est l'organisation non gouvernementale qui était à l'instigation de ce texte et qui est chargée par ce texte-là de veiller à l'application de ces 4 conventions, qui a un fonds documentaire sur ces conventions et sur tout ce qui est les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et les crimes commis à l'occasion des conflits armés extrêmement importants. Donc vous trouverez les liens vers le site du Comité international de la Croix-Rouge, où vous trouverez précisément, en suivant chacun des liens, le texte de ces 4 conventions.
Les deux premières conventions concernent le sort des malades et des blessés. La convention numéro 1 des malades et des blessés lors des campagnes sur terre, et la convention numéro 2 concerne le sort des malades et des blessés et des naufragés lors de campagnes donc en mer, lorsque les marins peuvent être blessés ou naufragés. La convention numéro 3 concerne, elle, spécifiquement le prisonnier de guerre. Et la convention numéro 4, le sort de la population civile entre les mains de l'ennemi, ou autrement dit, le régime d'occupation. C'est-à-dire lorsque telle ou telle population civile se trouve entre les mains d'un des belligérants qui n'est pas ses propres forces et son propre État. Ces conventions dressent un certain nombre d'infractions qui sont imprescriptibles, c'est-à-dire qu'on peut pas et inviolables, qui doivent être respectées, y compris pendant les conflits armés, et qui est tourné, toutes les cas de ces conventions, et ce qu'on appelle le droit de Genève, est tourné vers ce qu'on peut également appeler la notion de la personne protégée. La personne est protégée parce qu'elle n'est pas en état de combattre. Elle n'est pas en état de combattre parce qu'elle est malade, parce qu'elle est blessée, parce qu'elle est prisonnière ou parce qu'elle est civile. Donc, en n'étant pas en mesure de combattre, elle bénéficie d'une protection spéciale puisque depuis la fin du 19e siècle et depuis les conventions de La Haye, on ne peut attaquer que les objectifs militaires, on ne peut jamais attaquer la population civile et on ne peut jamais attaquer le bien civil. Donc ces conventions de Genève dressent toute une liste de lois et coutumes, donc désormais codifiées de la guerre, qui s'appliquent à n'importe quel conflit. Alors, je précise, initialement la convention de 1949 s'appliquait aux conflits armés internationaux. On est encore ancré le lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans un modèle de la guerre traditionnelle, c'est-à-dire deux ou plusieurs armées ou plusieurs alliés qui s'affrontent limite sur des champs de bataille, puisque la Seconde Guerre mondiale était quand même une guerre de conquête de territoire et on avait l'affrontement entre les différentes armées entre elles. Par la suite, avec la mise en place de la guerre froide, le visage des conflits va profondément se transformer. Les conflits deviendront dits asymétriques. On a pu voir la dernière guerre en Syrie, l'avènement de Daesh, l'avènement du terrorisme international, mais même plus lointainement au Vietnam ou Afghanistan. Ce ne sont plus les affrontements sur un champ de bataille comme on a pu les voir au 19e et début du 20e siècle. On assiste à des guerres souvent des tranchées, à une ampleur complètement différente, souvent à des guerres également urbaines. Et puis surtout, il n'y a pas que des conflits armés internationaux, il peut y avoir aussi des conflits internes qui s'internationalisent, comme par exemple en ex-Yougoslavie, mais il peut également y avoir des conflits comme les conflits syriens, qui sont des conflits mêlant à la fois des forces rebelles, des groupes terroristes et des organisations étatiques. Et c'est la raison pour laquelle, en 1977, les conventions de Genève, les 4 conventions de Genève et les 2 conventions de La Haye de 1899 et 1907 vont être profondément remaniées et actualisées dans les 2 protocoles additionnels de 1977. Vous trouverez également dans les fichiers PDF le lien qui vous amèneront vers ces 2 protocoles additionnels. La particularité de ces protocoles, c'est qu'ils s'appliquent à la fois en conflit armé et en conflits armés internationaux et lors des conflits armés dits internes ou non internationaux. Le protocole additionnel numéro 1, lui, s'applique aux conflits armés internationaux et le protocole numéro 2 s'applique aux conflits armés non internationaux. Dans ce second conflit, un certain nombre de règles est réduit, mais il reste quand même un socle minimal et les lois et coutumes de guerre en forment ce socle minimal. Donc en fait, petit à petit, les crimes de guerre, la notion des crimes de guerre fait son chemin à travers le Code de Nuremberg, avec la liste des incriminations aux lois et coutumes de la guerre, et puis enfin avec la codification claire de ces lois et coutumes de guerre dans les 4 conventions de Genève et avec une actualisation de 2 protocoles de 1977. Donc lorsque le conflit en ex-Yougoslavie éclate, lorsque l'ex-Yougoslavie va faire face à sa dislocation,
Lorsque le Rwanda va également connaître son génocide, les droits conventionnels propres à la consécration donc de crimes de guerre est déjà là. Et c'est la raison pour laquelle les deux statuts, c'est-à-dire le statut du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et du tribunal pénal international pour le Rwanda, vont reprendre la même idée que celui du tribunal de Nuremberg. L'article 3 du statut du TPI grec incrimine les violations des lois ou coutumes de la guerre. Et l'article 4 du statut du tribunal pénal international pour le Rwanda va incriminer les violations graves à l'article 3 commun aux conventions de Genève et aux dispositions du protocole additionnel. Vous pouvez aller voir éventuellement ce statut pour voir un peu plus de précision. Donc à partir de ces éléments-là, c'est-à-dire à partir donc du Code de Nuremberg, des conventions de Genève, de leur protocole additionnel et des deux statuts des tribunaux pénaux, va pouvoir donc émerger une définition commune autour de laquelle les rédacteurs du statut de la Cour pénale internationale vont se mettre d'accord. Alors, contrairement au Code de Nuremberg, au statut du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et du tribunal pénal international pour le Rwanda, l'article 8 du statut de la Cour pénale internationale est particulièrement long. Il contient une énumération donc, de plus de 50 actes criminels et constitutifs de crimes de guerre. Alors, je vous invite d'aller voir ce texte-là. Vous avez les statuts qui est inclus sur Moodle et vous avez également le lien directement dans les fichiers que je vous ai adressés. C'est qu'il vaut avoir, je pense, l'article 8 sous les yeux, ça vous permettra d'un petit peu comprendre, enfin, ça vous permettra de comprendre la structure et voir un petit peu quelle est sa philosophie. Alors, concernant donc les statuts des crimes de guerre et des crimes de guerre, vous avez deux paragraphes. Le paragraphe premier de l'article 8 prévoit que la compétence de la Cour pénale internationale est établie à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commises sur une grande échelle. Cet paragraphe premier donne largement la compétence de la Cour. L'objectif prioritaire de ce premier paragraphe est de poursuivre les crimes les plus importants et faire en sorte que ces crimes donc, soient réprimés. Donc, le paragraphe premier donne une compétence plus générale à la Cour et le paragraphe 2 précise ce que l'on entend par crime de guerre. Et il considère qu'à ce titre, il faut entendre par crime de guerre les infractions graves aux conventions de Genève, donc ça c'est le paragraphe 2, alinéa, les autres violations graves de lois et de coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, donc ça c'est l'article 8, paragraphe 2, alinéa B, et enfin, en cas de conflits armés qui ne représentent pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève. Donc, c'est le socle minimum qui doit être appliqué même lorsque le conflit n'est pas international. C'est l'article 8, paragraphe 2, alinéa C. Alors, grosso modo, la construction de l'article 8 du statut de la Cour pénale internationale invite donc à distinguer entre les crimes de guerre qui sont commis à l'occasion d'un conflit armé international et les crimes de guerre qui sont commis à l'occasion d'un conflit non international. Alors, concernant les conflits armés internationaux, il n'y a pas véritablement de consensus relatif à sa définition. Je vous ai inclus à côté du cours deux petits diapos qui expliquent ce qu'est un conflit armé international, ce qui est un conflit armé non international et quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte. Aux yeux du statut, aux yeux des rédacteurs, dans la compréhension des rédacteurs du statut de la Cour pénale internationale, il faut
entendre le conflit armé de manière large, et y compris comme incluant l'occupation militaire, ce qui permet du coup à également répréhender les violations à la Convention de Genève numéro 4 qui, elle, concerne précisément les régimes d'occupation et les crimes qui pourraient être commis contre la population civile. Cette première catégorie, c'est-à-dire des crimes relevant, enfin les crimes qui peuvent être commis à l'occasion d'un conflit armé international, l'article 8 du statut de la Cour pénale internationale, il en liste 34 crimes différents. Vous pouvez aller le voir. Parmi les infractions en Convention de Genève, donc ça c'est l'alinéa A, donc l'article 8, paragraphe 2, alinéa du statut, on trouve les incriminations suivantes: homicide intentionnel, torture, destruction ou appropriation des biens, le fait de priver un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit à être jugée impartialement et régulièrement, la prise d'otage, entre autres. Dans la deuxième catégorie, mais qui relève toujours des crimes commis à l'occasion d'un conflit international, relève les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux. Donc tout ce qui peut ne pas être inclus dans la Convention de Genève. Et on y retrouve parmi ces infractions le fait de lancer des attaques délibérées en sachant qu'elles causeront de pertes importantes à des vies civiles. C'était déjà d'ailleurs inclus dans les conventions de la Haye, et on pense notamment à ce qu'on appelle les bombardements en tapis, c'est-à-dire les bombardements indiscriminés qui ne distinguent pas entre les objectifs civils et les objectifs militaires, dont l'objectif est complètement de raser par exemple une ville. C'est ce qui s'est passé lors des bombardements à Dresde par les Alliés en 1945, avec les bombardements qui ont fait plus de 135 000 morts. C'est le cas des bombardements sur Hiroshima, 157 000 morts, ou Nagasaki, 75 000 morts, lorsqu'on a donc lancé les bombes atomiques. Donc le fait de lancer les attaques délibérées, non indiscriminées, qui causeront des pertes, y compris parmi les vies civiles. C'est également le fait de lancer les attaques contre le personnel d'une mission d'aide humanitaire ou contre les civils. Blesser ou tuer les combattants ayant déposé les armes, puisque les combattants ayant déposé les armes peuvent être constitués prisonniers de guerre en vertu de la Convention de Genève numéro 3, mais on ne peut pas les blesser ou les tuer. Le fait de ce qu'on appelle la feinte d'utiliser les uniformes neutres, c'est-à-dire qu'on essaye de se passer soit pour un membre d'une action, d'une organisation humanitaire, soit on s'est fait passer pour l'armée d'en face, mais en tout cas en feinte, pour pouvoir bénéficier d'une protection qui n'est pas la sienne, enfin la nôtre. C'est l'effet d'attaquer le bien cultuel ou culturel qui bénéficient d'une protection et qui ne doivent pas être attaqués. C'est l'effet de se livrer à des expériences scientifiques sur des prisonniers. Il y en a eu beaucoup, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier, c'est-à-dire qu'on ne laissera aucun survivant lorsqu'on prendra telle ou telle vie, ou plus, de manière également très courante pendant les conflits armés, les pillages, les viols, l'esclavage sexuel, et puis enrôlement d'enfants de moins de 15 ans. Là-dessus, le droit international humanitaire a connu un certain nombre d'hésitations, puisque la question était de savoir à partir de quel moment on pourrait considérer que l'enrôlement d'enfants est prohibé, à partir de quel âge on peut interdire donc l'enrôlement d'enfants. Et il a fallu attendre le protocole additionnel de 1977 pour que cette question soit enfin réglée, puisque par les passés, on a pu connaître les armées même régulières composées d'enfants très jeunes, y compris de ceux qui avaient 13 ou 14 ans. Donc tous ces crimes-là relèvent, toutes ces infractions peuvent être constitutives d'un crime de guerre lorsqu'elles sont commises lors d'un conflit armé international. Mais depuis le protocole additionnel aux conventions de Genève,
il est désormais acquis que le droit international humanitaire, c'est-à-dire les lois et coutumes de la guerre, s'appliquent également lors des conflits armés non internationaux. Et le statut de la Cour pénale internationale en prend note de cette évolution, puisque l'article 8, paragraphe 2, petit c, et d'ailleurs les alinéas suivants, considère que lors d'un conflit armé non international, les socles indérogeables, c'est l'article 3 qui est commun aux 4 conventions de Genève, c'est-à-dire que quand vous prenez la convention de Genève numéro 1, 2, 3, 4, vous trouverez à l'article 3 exactement la même inscription et qui prévoit donc ces socles minimum et indérogeables, les principes de traitement minimum avec dignité et humanité de toutes les personnes qui peuvent être victimes d'un conflit armé. Alors, la particularité de l'article 8 du statut de la Cour pénale internationale, c'est qu'il concerne une exclusion qui a été bien sûr inscrite à la demande des États, qui prévoit que ces dispositions de l'article 8 ne s'appliquent pas aux troubles internes comme les émeutes, les actes isolés ou sporadiques de violence ou les autres actes analogues. C'est pour exclure les situations des émeutes urbaines. Si vous faites référence avec ce qui s'est passé les années précédentes, les gilets jaunes, voire éventuellement la situation de l'état d'urgence qu'on a pu connaître avec les attentats terroristes, et qui sait, peut-être qu'on connaîtra encore. Donc, toutes ces situations-là, elles ne sont pas assimilables en vertu du statut de la Cour pénale internationale. Ces différentes infractions ne sont donc pas assimilables aux crimes qui peuvent être commis lors d'un conflit armé non international. Ce ne sont pas les conflits armés non internationaux. Ce qui veut dire que les incriminations qui ne relèvent pas d'un conflit armé international et sont donc des crimes commis lors d'un conflit armé non international doivent concerner un conflit qui oppose de manière prolongée sur le territoire d'un État, les autorités de gouvernement de cet État et les groupes armés organisés entre eux. Donc il faut, pour qu'il y ait un conflit armé non international, à minima un groupe armé organisé et qui s'oppose aux forces étatiques et aux forces régulières. De même, l'article 8, paragraphe 2, fait référence à un conflit qui doit opposer de manière prolongée les forces gouvernementales à des forces organisées qui seraient rebelles ou éventuellement sécessionnistes. Cet adjectif prolongé, c'est-à-dire la durée qui doit être prolongée, ne figure pas dans la Convention de Genève. C'est une innovation qui est introduite par les statuts de la Cour pénale internationale et doit être lue en lien avec le fait que les États ont très explicitement et clairement souhaité exclure tous les émeutes et les troubles internes ou intérieurs de la compétence de la Cour pénale internationale. Donc, certains ont vu dans cette inscription, c'est-à-dire dans l'exclusion de tout ce qui est les émeutes internes, les situations internes, et la référence à un caractère prolongé des troubles qui doivent se dérouler à un État, la sorte de manœuvre de la part des États qui voudraient se soustraire donc à la compétence de la Cour. Mais au-delà des questions de volonté des réserves que les États ont pu manifester en souhaitant l'adoption de cette disposition, l'idée est vraiment de distinguer les troubles à l'ordre public au niveau interne des guerres civiles lors desquelles les crimes de guerre peuvent être réellement être commis. Enfin, donc cette précision étant faite quant à l'évolution et la façon dont l'article 8, paragraphes 1 et 2 présente les crimes de guerre, quelques exemples donc de ces crimes de guerre et surtout comment ils étaient interprétés devant le tribunal pénal pour le Rwanda et le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Alors, concernant premièrement le tribunal pénal international pour le Rwanda, sa jurisprudence ne sert véritablement pas de référence en la matière. Alors certes, les crimes de guerre a bien été inscrit dans les statuts du tribunal pénal international pour le Rwanda, mais cette incrimination n'a pas véritablement connu succès
devant le TPIR, probablement, ou certainement à cause du fait qu'il s'agissait d'un génocide perpétré en grande partie par des civils contre les autres civils, et que cette folie meurtrière n'était pas véritablement associée à des agissements de forces armées opposées. Et il aurait été difficile de trouver les deux fractions qui s'opposaient. Le procureur a donc logiquement préféré les incriminations pour les crimes de génocide et crimes contre l'humanité, qui là du coup ne souffraient pas des difficultés conceptuelles de démonstration. En revanche, devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ces crimes vont être extrêmement souvent invoqués puisqu'on était dans une situation sécessionniste et dans une situation de la dislocation d'un État. Et la nature du conflit ne souffrait strictement pas de doute en ce qui concerne l'ex-Yougoslavie. Alors, quelques exemples des affaires qui ont pu être jugés par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. La première affaire, c'est l'affaire Miodrag Đukić, jugement du 18 mars 2004, et qui concernait les conflits armés, là pour le coup réguliers, entre la Serbie et la Croatie. La Serbie souhaitant maintien de la fédération yougoslave, ne souhaitant pas que la Croatie puisse se séparer et faire valoir sa volonté sécessionniste. L'accusé, donc Miodrag Đukić, a été condamné pour les crimes de guerre puisque, alors qu'il y avait un cessez-le-feu qui était sur le point d'être conclu entre la Serbie et la Croatie, il a donné l'ordre il était le commandant de la marine yougoslave et il a bombardé illégalement la vieille ville de Dubrovnik qui était inscrite sur le patrimoine mondial de l'UNESCO, et ces bombardements a provoqué la mort de quelques civils, des blessés et surtout la destruction des bâtiments culturels et cultuels, donc les bâtiments religieux et les bâtiments culturels, qui, si on regarde aujourd'hui l'article 8 de statut de la Cour pénale internationale, et auparavant, lorsqu'on regardait la Convention de Genève et les conventions de la Haye, le fait d'attaquer les bâtiments civils sans qu'on puisse en tirer un quelconque avantage militaire est constitutif de crimes de guerre. Toute destruction doit être commandée par la nécessité militaire, et en l'occurrence, bombarder le bâtiment culturel ou culturel n'apportait strictement aucun avantage militaire à la marine yougoslave. Et le fait que la ville de Dubrovnik était inscrite sur le patrimoine mondial de l'UNESCO constituait, dans ces cas précis, une situation aggravante, et l'accusé a été condamné pour 7 ans de réclusion criminelle. Un autre exemple, c'est l'affaire qu'on a eu l'occasion déjà de rencontrer, c'est l'affaire Kühnerack. Donc c'est les fameuses questions de camps dans la région de Foča et des commandants de ces camps qui ont réduit donc en esclavage la population et notamment des femmes musulmanes. Et là, dans cette affaire précise, donc dans le jugement du 22 janvier 2001, l'inculpé et ses complices ont été reconnus coupables de torture et de viols, et qui étaient constitutifs à la fois des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Donc il y avait une double incrimination qui a été retenue, et ils ont été condamnés pour ce double chef d'inculpation. Donc, des affaires devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, puisqu'il y a eu des militaires yougoslaves qui ont été condamnés pour les crimes contre l'humanité, mais aussi contre les crimes de guerre. Pas véritablement d'exemple de cette incrimination devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et puis donc la Cour pénale internationale qui, elle, va connaître de cette infraction. Alors, sur 14 affaires qui ont pu être portées devant elle, relatives à cette situation, c'est-à-dire la situation dans 7 pays différents, Ouganda, République démocratique du Congo, Soudan, Centrafrique, Kenya, Libye et Côte d'Ivoire, la majorité concernait les crimes de guerre ou les crimes de guerre combinés avec les crimes contre l'humanité. Donc il y a eu au moins 14 affaires dans lesquelles la Cour pénale internationale était confrontée précisément sur l'inculpation pour crimes de guerre.
Alors, certaines d'entre elles n'ont toujours pas trouvé d'issue devant la Cour puisque les affaires sont en cours. C'est la question des affaires au Kenya, puisque il y a 3 inculpés qui sont poursuivis pour les chefs des crimes contre l'humanité, mais pour lesquels le crime de guerre va être écarté en définitive puisqu'on est dans les contextes des violences post-électorales. Au Soudan, c'est la question de l'ancien président soudanais Omar al-Bashir. Il est inculpé pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Mais compte tenu que le Soudan refuse toujours de le livrer, la question ne sera peut-être pas jugée. Et en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est poursuivi pour 4 chefs de crimes contre l'humanité dans le cadre de troubles post-électoraux, mais pas pour les crimes de guerre. Donc même si dans ces affaires, cette incrimination a été soulevée, elle n'a pas véritablement prospéré. En revanche, là où la Cour pénale internationale a véritablement apporté sa jurisprudence et son point de vue en la matière, c'est la première affaire qu'elle a eu à juger, qui est l'affaire Thomas Lubanga Divilo. Cette affaire concerne le conflit qui est un conflit interne, interethnique en Ituri, qui est la province orientale de la République démocratique du Congo. Et l'accusé était un des fondateurs de groupement qui est l'Union des Patriotes Congolais, qui se présentait comme un groupement politique, mais qui était aussi un groupement armé. Et dans la branche armée, a été impliqué dans une série d'actes qui ont été commis donc au Congo et qui étaient poursuivis devant la Cour pénale internationale, notamment pour avoir enrôlé les enfants de moins de 15 ans. Non seulement les enfants ont été donc recrutés par des procédés assez particuliers, ils se trouvaient en premier chef sur la ligne de front, c'est-à-dire qu'ils prenaient partie directe au combat, mais ils assumaient également le rôle d'appui aux combattants et ils constituaient forcément dans le cadre d'un conflit une cible potentielle, sans parler du fait que parfois il était utilisé aussi comme les gardes du corps ou les bras armés notamment de l'accusé. Et compte tenu que l'enrôlement d'enfants faisait partie d'un politique, on va dire, à plus grande échelle de ce groupement, l'accusé a été considéré comme étant complice ou du moins co-auteur de ce plan commun de ce groupement et qu'il était donc complice d'enrôler les enfants de moins de 15 ans pour participer à un conflit armé. Selon la Cour pénale internationale, je vous cite le passage, mais vous l'aurez également dans les passages du cours, il assurait la coordination globale des activités donc de ce mouvement, était tenu informé en permanence des opérations armées, participait à la planification des opérations militaires. Et ensuite, il prononçait des discours devant les recrues et la population locale, encourageant les enfants à rejoindre les rangs de son armée. Donc, il était personnellement impliqué, donc sa culpabilité et responsabilité pénale ne fait pas les doutes, et il va être condamné en juillet 2012 à une peine de 14 ans d'emprisonnement, ce qui va être confirmé en appel en 2014. Une autre affaire, c'est l'affaire Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, je prononce peut-être pas forcément très bien, qui était poursuivi en tant que membre d'une organisation considérée comme étant associée à Al-Qaïda au Maghreb, et il était poursuivi pour avoir participé à la destruction de 10 monuments à caractère historique et religieux entre juin 2012 et juillet 2012. La Cour pénale internationale va émettre un mandat d'arrêt contre l'accusé en septembre 2015. Il va être donc par la suite donc déféré devant la Cour pénale internationale. Les charges de culpabilité vont être confirmées et la Cour pénale internationale conclura le procureur conclura un accord avec l'inculpé sur les aveux de culpabilité. Donc il était d'accord de plaider et il a plaidé du chef de crime de guerre et il va être condamné pour 9 ans d'emprisonnement
conformément aux réquisitions du procureur pour avoir détruit les biens religieux et culturels, donc au titre de crimes de guerre. D'autres affaires, peut-être, devant la Cour pénale internationale, pourront donner plus d'informations, en tout cas apporteront des éléments complémentaires à cette incrimination. Voilà pour les crimes de guerre. Alors j'ai essayé de parler vite, je le sais, mais parce que j'essaye de limiter au maximum le temps d'enregistrement. Donc ce que j'ai dit, c'est peut-être bien de l'entendre en ayant le plan, le cours et les explications du cours devant les yeux. J'espère que vous apportera quelques éléments de précision. Bon courage pour le travail et prenez bien soin de vous. À très bientôt.